Vous vouliez dire quelque chose peut-être? Non, J'avais une petite question moi, sur la fédération. Est-ce qu'il faut commencer par la constitution au sommet de la fédération ou au niveau de... J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse là-dessus, parce que je sais pas. Est-ce que c'est une constituante nationale qui va décider qu'on s'organise en fédération de communes et qui va dire ensuite, bon allez maintenant, vous vous réunissez chacun dans vos communes et vous allez faire une petite constituante dans chaque commune pour faire votre constitution en respectant les principes que je vous donne, puis vous ferez bien ce que vous voulez, parce que si on est dans un processus comme ça, les gens s'emparent du pouvoir qu'on leur donne. Hein. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, ou bien si ça va partir de la base et nous allons faire des constituantes dans tous les villages. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais à mon avis, il faut qu'on en parle comme on fait aujourd'hui, avant, pour savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que rien n'adviendra si nous ne le voulons pas avant, et de façon claire et unie. Si chacun veut son truc séparé, il ne se passera rien. Parce que nous sommes divisés, et en plus on s'en prend aux conséquences, on s'en prend à des bêtises qui ne sont pas importantes. Si par contre on s'en prend à l'essentiel, on ne veut plus que ce soit les hommes de pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, on ne veut plus de professionnels de la politique dans l'Assemblée constituante. Ça c'est une idée simple, c'est la seule, celle qui nous réunit tous, il me semble, c'est ça ma thèse. Alors, et l'Assemblée nationale, c'est pas des gens qu'on élit... Alors on revient au truc d'avant. Alors l'Assemblée nationale, mais ça c'est... Mais ça, là on est en train de tirer des plans sur la comète sur ce qu'elle va écrire l'Assemblée constituante. Donc on ne sait pas. Peut-être que l'Assemblée constituante va prévoir une seule chambre. Peut-être qu'elle va prévoir deux chambres élues. Peut-être qu'elle va prévoir une seule chambre tirée au sort. Peut-être qu'elle va prévoir les deux tirés au sort. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Donc là, on en parle pour voir ce que nous ferions si nous étions tirés au sort dans une Assemblée constituante et pour voir que finalement, ça va régler plein de problèmes ensuite. Pour faire le lien entre nos problèmes quotidiens et l'Assemblée constituante, c'est bien de parler comme ça du détail de la constituante pour s'apercevoir que reprendre le contrôle du politique, ça nous permettrait de reprendre le contrôle de l'économique et du social. Mais donc, dans le bicaméralisme dont on parlait, s'il y avait une assemblée, c'est une bonne idée, je trouve, qui prend le meilleur des deux. Dans une assemblée élue, qui nous permettrait d'élire de façon libre, élus à notre manière, donc élus où on pourrait élire des Robespierre, on pourrait élire des Rousseau, on pourrait élire des vrais défenseurs du peuple et pas des traîtres. Une assemblée élue comme ça, donc qui serait aristocratique au sens noble et réel du terme, une assemblée élue et une assemblée tirée au sort, et quel pouvoir on donnerait à l'assemblée tirée au sort? Le même, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait, pour qu'une loi soit puisse nous être imposée, il faudrait que les deux chambres aient dit oui, cette loi elle est bonne. S'il y a une des chambres qui dit non, la loi n'est pas bonne, c'est quelque chose qui cloche, il faut changer. Et s'ils mettent du temps, tant mieux qu'ils mettent du temps, tant pis, enfin c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est pas subir une loi où soit nos aristocrates, nos meilleurs, parce qu'on les a élus, mais vraiment élus, pas parmi les partis, il n'y aurait plus de partis, on les aurait élus librement, soit tirés au sort, donc c'est n'importe qui parmi nous, donc qui nous ressemblerait vraiment, avec nos défauts. Il faudrait que ces deux chambres, s'il y a une de ces deux chambres qui résiste, c'est quelque chose qui cloche. Le projet de loi qui est en train de discuter, il n'est pas consensuel. C'est une bonne idée, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez de le bicaméralisme avec l'élection, mais pas l'élection au sens actuel, l'élection au sens plus libre, et puis à la cubaine, voilà, et où la tir au sort, c'est bien, le meilleur des deux. Et dans ce cas, pour élire quelqu'un à la Chambre des élus, il faudrait combien de voix pour que quelqu'un soit élu? Là, je suis open là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très mal. On l'a vraiment pas beaucoup testé. Est-ce qu'on peut penser que si il faudrait un nombre assez important de voix pour être élu, on n'aurait pas ces phénomènes de manipulation médiatique et un candidat qui serait porté par un système médiatique et qui par ses copains, par les gens qui le connaissent et qui le trouvent bien. Alors, sur les médias, je vous rappelle comme on écrit la Constitution, on a repris le contrôle du truc. Et que donc on a moins à craindre les manipulations. Si vous vous mettez en tête de réécrire vous-même la Constitution, vous n'avez pas idée du nombre de problèmes que vous allez régler. Vous prenez tous les trucs à la racine, là. Vous prenez tous nos problèmes au meilleur endroit. Et comment on arrive à réécrire la Constitution? Alors c'était votre question au début. Et là je crois qu'on peut y arriver, mais j'en parle tout le temps. Alors, je pense que si nous le voulons, nous l'aurons. Et pour l'instant, on n'est même pas foutu de le vouloir. Pour l'instant, nous acceptons d'appeler démocratie une prison politique. C'est pour vous dire comme on est loin du truc.
On est loin de vouloir écrire nous-mêmes la Constitution, de vouloir écrire nous-mêmes une démocratie. On ne sait même pas ce que c'est qu'une démocratie. On ne sait même pas ce que c'est qu'une démocratie. Donc, si vous voulez, il me semble que j'ai rien à attendre des élus. Ce n'est pas les élus qui vont nous apprendre ce que c'est que la démocratie. Ils nous mentent au dernier degré sur ce sujet-là. Ils appellent démocratie son strict contraire parce que c'est un fromage pour eux. Ils le font de façon malhonnête ou inconsciente, je m'en fiche. De toute façon, c'est pas leur version de la démocratie, c'est pas celle qu'il nous faut. Donc je n'attends rien des élus. J'attends rien des médias qui sont, comme vous le savez, aux mains de ceux qui financent la campagne des élus, donc qui sont les donneurs d'ordre des marionnettes élues, et donc qui sont je les considère comme les ennemis du peuple. Je sais que c'était le vocabulaire des coupeurs de tête dans la Révolution française, mais bon, je ne suis pas un coupeur de tête. Je pense que objectivement nos ennemis sont des gens qui nous méprisent, qui nous détestent et qui nous condamnent aux travaux forcés. Donc je ne fais pas confiance aux médias non plus. Je fais confiance qu'en nous-mêmes. Je pense que nous devrions, nous en éducation populaire, c'est-à-dire ce que je fais là, ensuite il faut que vous le fassiez vous. Alors je sais que c'est du boulot, au début vous n'allez pas y arriver, mais vous allez voir, moi ça fait pas longtemps que j'y suis. Hein. Et puis on progresse, et puis vous allez voir, on progresse vite. Hein. Et puis vous n'êtes pas obligé de prendre 100 personnes, vous pouvez en prendre 5 ou 6 ou 10, puis si vous en convainquez 1 ou 2 par semaine, si chaque virus, chaque globule blanc en train de chaque électeur en train de se transformer en aspirant citoyen, j'en ai marre, je voudrais être citoyen, chaque bonhomme là, chaque personne ne se contente pas de se transformer, mais devient contagieuse. On n'a pas besoin que chaque globule blanc fasse 100 globules blancs. Ça irait trop vite. Enfin, ce serait très bien, mais on n'a pas besoin de ça. Si chacun d'entre vous arrive à en convaincre 2, ou même 1 par semaine, ou même 1 par 15 jours, en décembre, on a 1 milliard. Hein. Faites les multiplications, vous allez voir. Au début, vous allez dire, ça n'avance pas. Et puis vous allez voir comme ça avance vite, là. Vous allez voir comme ça avance vite. L'exponentiel, c'est lent au début. Hein. Et après, ça va très vite. Donc, pour le TCE. Et au TCE, oui, mais enfin, oui. Au TCE, on est tout à fait arrivé à faire de l'éducation populaire et à se passer le mot entre nous, malgré les messages contraires dans tous les médias, malgré les pouvoirs hostiles, malgré la banque, les marchands d'armes, on avait tout contre nous. On a réussi à... Mais attention, c'est plus facile de dire non. Il suffisait de dire non. Dire non, ça nous réunit. C'est facile de se réunir. L'Islande. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu plus parler que moi, parce qu'ils auraient apparemment décidé de ne pas régler la dette publique et ils seraient réécrit une constitution. Enfin, moi, je n'y connais rien. Mais absolument. Est-ce que vous pouvez développer, du coup Un petit peu. Un petit peu, parce que je ne suis pas spécialiste du truc, je vais vous dire ce que j'en sais. En Islande, ils ont... Il faut regarder le film Inside Job. Vous débrouillez pour le télécharger comme vous voulez, vous achetez le DVD, c'est un super film. Très bon film. Il manque la mise en cause de la création monétaire, il manque quelques rouages fondamentaux, il manque la mise en cause du gouvernement représentatif, il manque des pierres, mais des pièces aux pièces que vous pouvez ajouter. Mais Inside Job, c'est un très bon film qui parle de l'Islande, qui prend l'Islande comme révélateur du beans dans lequel on vit, de la soi-disant crise, qui en fait n'est pas une crise, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État de la banque contre l'intérêt général. Les humains sont en train de passer en esclavage par rapport aux plus riches, là. Et ce qui s'est passé en Islande, ce qu'il faut comprendre, c'est avant de parler de ce qu'ils ont fait là, en période de soi-disant crise, il ne faut pas parler de crise, il faut parler de coup d'État. Je ne parle plus de crise, je parle de coup d'État. C'est pareil, hein, c'est comme démocratie, constitution, suffrage universel, c'est pas une crise, c'est pas du tout un accident le truc. C'est un plan concerté de raquettes et de prise de contrôle de 100% du pouvoir politique, de façon à ce que même le gouvernement représentatif, c'était trop pour eux. C'est trop de pouvoir pour nous. Ils veulent même pas de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, c'est Auschwitz, quoi. J'exagère, hein, mais peut-être même pas. Peut-être même pas. Hein. Oui. Les multinationales qui gouvernent, ouais. Donc, l'Islande, avant que le libéralisme ne jette son dévolu sur elle, l'Islande était un pays prospère, extrêmement riche, ils avaient des ressources naturelles, ils géraient correctement leurs finances. L'Islande allait vachement bien. C'est le début d'Inside Job. Hein. Tout allait vraiment, vraiment bien. Et puis, une pourriture élue, je prends un mot fort exprès, parce que c'est vraiment, c'est lui et son équipe, hein, qui a commencé à privatiser.
privatiser, déréguler, le même modèle que le nôtre là. Ceux qui avaient créé la crise de 29, hein, c'était déjà de la dérégulation, c'était déjà les riches qui avaient, c'est l'hubris, la démesure des riches qui avait conduit à 1929. Sauf que là maintenant, il y a l'informatique en plus, il y a la démesure qui a augmenté. Et donc il y a une pourriture ONU qui commence à brader et à endetter le pays, à l'endetter au dernier degré, à utiliser toutes ses ressources, à placer les revenus de géothermie, parce que les ressources hydrauliques, ils ont beaucoup d'eau, donc ils ont beaucoup de production d'électricité, et c'est ça leur mine d'or à eux. Et bien ils ont réussi à se faire convaincre de vendre 10 ans de production électrique à l'avance et de parier ça sur les marchés boursiers, au moment où ça s'est effondré. Et donc ils sont endettés pour 10 ans, ils ont escroquerie, quoi, escroquerie. Et donc là, ils ont fait un référendum pour... d'abord, mais pour avoir le référendum, ils étaient dans la rue tout le temps. Attendez, ils étaient plus dans la rue que nous. Nous, on n'est jamais dans la rue. Hein. On a des syndicats qui nous renvoient chez nous à chaque fois. On a des syndicats qui sont nos ennemis, hein, nos syndicats, là. Pas les syndicalistes. Les syndicalistes, c'est plein de gens bien. Mais les chefs des syndicats sont complètement corrompus. Tous les chefs de tous les syndicats, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui... Ouais, non, enfin, vraiment. C'est eux qui nous renvoient chez nous. C'est eux qui ne déclenchent pas la grève générale. C'est eux qui nous disent rentrez chez vous, on va négocier. Et donc, en Islande, ils sont descendus dans la rue. Beaucoup. Ils bloquaient le Parlement, bloquaient tout. Ils étaient vraiment pas contents, quoi. Jusqu'à obtenir un référendum sur la dette. Et référendum, à 93, je crois, ou plus de 90%, ils ont dit il n'est pas question qu'on paye ce truc. C'est votre dette, c'est pas la nôtre, nous on paiera pas avec notre argent. On ne va pas se condamner aux travaux forcés. Donc ils ont dit non. Et puis de proche en proche, ils ont aussi lancé un processus, ils ont dit 2 fois non. Et ils ont dit non par référendum, et le gouvernement a dit ok, on ne paye pas tout de suite. Et vous allez voir qu'ils vont finir par payer, parce qu'ils sont pas encore, c'est pas réglé le truc en Islande. Le gouvernement a dit on fera ce que diront les tribunaux. Les tribunaux, ils mettent du temps, mais les tribunaux, ils vont dire qu'il faut payer. Parce que si tu appliques le droit du capitalisme, ils sont effectivement endettés. Ils ont signé les contrats, il va falloir qu'ils payent. Donc il va falloir qu'ils poussent le bouchon plus loin sur la lutte. Hein. C'est pas fini l'Islande. En tout cas, ils se sont mis à écrire une constitution. Et pour mettre en place le processus constituant est meilleur que celui qu'on voit d'habitude. Mais c'est pas celui dont je vous parle, c'est pas aussi bien, c'est un peu moins bien. Enfin, c'est quand même mieux que d'habitude. Ils ont tiré au sort 2 chambres. Une première chambre pour dire on veut un processus constituant. Et ensuite une deuxième chambre, donc la première chambre tirée au sort a dit on veut une deuxième chambre tirée au sort qui va dire ce qu'on va mettre dans la Constitution. Donc il y a une deuxième chambre tirée au sort qui a dit les grandes lignes de ce qu'ils voulaient, mais c'est pas elle qui a écrit la Constitution. Après ça, ils ont fait une élection. Mais une élection mieux que la nôtre, une élection libre, dans laquelle il y avait pas de politiciens, enfin, il y avait moins de politiciens, il y avait moins de... C'est des notables quand même, hein. Enfin, il n'y avait pas que des notables, il y avait un routier, il y avait des gens normaux quand même là-dedans. Et finalement, ils sont pas très nombreux, je crois qu'ils sont une trentaine, hein, ou une quarantaine. Et surtout, ils sont en train d'écrire, de travailler. Alors, ils ont eu des bâtons dans les roues avec leur Cour suprême. Leur Cour suprême, c'est une pourriture comme notre Conseil constitutionnel. C'est un ramassis de vieux brigands... de vieux politicards de métier qui sont nos ennemis complètement. Et donc leur cour constitutionnelle a essayé d'invalider leur assemblée constituante pour qu'ils n'écrivent pas la Constitution. En tout cas, ils sont en train d'essayer d'écrire une constitution avec c'est un petit pays, ils sont 370 000 je crois, donc c'est un tout petit pays, et les citoyens ils ne participent pas beaucoup aux élections, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, c'est décevant, il y a des déceptions dans ce processus, hein, parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas vu venir. Et puis ils étaient tellement dégoûtés des élections jusque-là que par habitude ils s'en sont détournés peut-être. Bon. Mais ils se servent de Facebook et de Twitter, ils sont interpellés, ils le font sous le regard des Islandais. Les constituants islandais sont en train d'écrire une nouvelle constitution sous le regard des Islandais. Et ça va venir dans les mois qui viennent, ça devrait venir, je pense, à l'automne. Là. Donc il faudra regarder ça. Les médias n'en parlent pas, il faudra voir sur Internet. Vous avez une question? Oui, j'avais une autre question, c'est plus d'ordre théorique en fait. Parce que j'ai regardé votre plan C, alors soit vous en parlez dans votre point 35 que je n'ai pas vu. En fait, on est d'accord que la constitution, c'est fait pour prévoir le pire. Vous avez prévu le pire par rapport au plan interne, mais par rapport au plan externe, il y a un point que je n'ai pas vu et qu'on retrouve par exemple dans nos constitutions actuelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'article 16, en cas justement d'intégrité du territoire, de ce problème-là, et dans le cas où il faut prendre une décision rapide. Le fait d'avoir un seul et même pouvoir permet justement, en cas d'intégrité du territoire, d'agir rapidement. Dans votre constitution, je n'ai pas vu. Alors le problème, c'est que si on avait un mécanisme comme cela, on aurait en plus le risque de retourner dans un ancien système.
Et par rapport à ça, je pense que vous pouvez peut-être essayer d'entamer la réflexion. Oui, C'est tout quand à même un fait. point qui n'est pas abordé, qui pourtant pourrait remettre en cause carrément, en essayant de défendre le territoire, le principe constitutionnel en lui-même. Oui, non, vous avez parfaitement raison, je suis tout à fait d'accord pour vous suivre. C'est une bonne idée de pousser le bouchon sur cette piste, cette traverse sur laquelle on n'a pas encore beaucoup baissé. On sent bien qu'il y a quelques sujets sur lesquels ça va être compliqué d'avoir des pouvoirs ouverts et transparents. Il y a les services secrets aussi. Comment on va faire pour avoir des services secrets démocratiques? Ça va être compliqué, ça. Donc il y a quelques difficultés, mais je ne désespère pas parce que je sais que les cerveaux humains, c'est malin. Donc c'est pas parce qu'on ne trouve pas tout de suite qu'on va pas trouver. On va réfléchir, on va trouver. On va trouver un truc. Sur l'article 16 et l'état d'urgence, c'est vrai qu'on a intérêt à prévoir le pire, y compris de l'intervention des oligarchies extérieures, parce que c'est vraiment comme ça que vont mourir les démocraties. Les démocraties vont mourir des oligarchies extérieures. En tout cas, c'est un des risques qui pend au nez des démocraties, des vraies démocraties. Et donc, on a intérêt à être armé. C'est un autre truc, je profite pour en parler. Les citoyens athéniens étaient armés jusqu'aux dents. Et c'était même des soldats, ils étaient entraînés, ils savaient servir de leurs armes. Comme en Suisse, et comme les Américains aussi. Enfin, c'est des gens qui sont armés, les Canadiens aussi. Et c'est pas une boucherie, ils sont armés, il y a des accidents. Mais je voudrais vous rendre sensible qu'il y a une possibilité, c'est qu'on monte en épingle, des personnes aient intérêt à monter en épingle, ça veut dire exagérer l'importance de monter en épingle les faits divers d'accidents pour nous dissuader d'avoir envie de nous armer. Il est possible que ce soit monté en épingle et que ces faits divers soient très malheureux évidemment, mais pas suffisants quand on met en balance ce que ça nous coûte d'être désarmé. Je pense que, enfin, moi je suis pas armé, hein, je suis complètement, je suis dans le moule, hein, moi je me réveille, je suis en train de me réveiller, donc je suis comme tout le monde. Hein. Mais quand j'observe, là par contre ce qui est nouveau, c'est que j'observe l'histoire des hommes et je vois bien que les hommes désarmés, soit sont aux travaux forcés, soit ils veulent ne plus être aux travaux forcés et se font massacrer. Je voudrais mettre en avant une statistique par rapport au port d'armes. Aux États-Unis, beaucoup sont les médias occidentaux qui démontrent que le port d'armes a des inconvénients. Mais aux États-Unis, 8 fois sur 10, lorsqu'on a un crime donc, commis par une arme à feu, il s'avère que c'est soit pour empêcher un crime directement par la police, soit un individu qui se défend contre l'intégrité de sa fille. Il faut aussi voir que lorsque vous avez des malfrats, la probabilité qu'ils vous agressent est d'autant plus réduite qu'ils vont savoir que vous êtes armé. Alors, je mets mon excuse parce que je ne suis pas capable de confirmer ou d'infirmer, ça paraît plausible. Je vous conseille de lire le discours de Robespierre sur les gardes nationales. Super, c'est un long discours, mais c'est un très beau discours. Il ne se fout pas de votre gueule, Robespierre, quand il vous parle de choses sérieuses, il en parle très bien. Je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Le discours sur les gardes nationales. Guillemin va vous parler des gardes nationales aussi. Les gardes nationales, c'était une milice des riches pour tenir la canaille en respect. Robespierre disait, mais il interpellait les constituants, il leur disait, mais comment vous êtes en train d'armer un corps à l'intérieur d'un peuple désarmé, mais pour mieux le dominer et le tyranniser. Il nous faut des gardes nationales populaires, citoyennes. Il faut que ce soit nous les gardes nationales, il faut que ce soit n'importe qui, il ne faut pas que ce soit... Si vous voulez, les riches avaient réussi à prendre le contrôle des gardes nationales en imposant que le garde national achète son propre uniforme. Et acheter son uniforme, c'était extrêmement cher à l'époque, il n'y avait que les riches qui pouvaient acheter ça. Ce qui fait que les gardes nationales étaient en fait une milice de riches. Je crois qu'il y a un véritable enjeu à ce que la police soit tirée au sort. Alors, je sais que les policiers vont trouver que c'est charrié, c'est considérer qu'il n'y a pas de compétences. Alors quoi, vous croyez quoi, qu'il faut pas, que c'est pas un métier, que n'importe qui va pouvoir le faire? Je dis pas ça. C'est vrai que si nous sommes tous policiers chacun notre tour, nous allons sûrement moins bien faire le travail de traque des affreux. C'est vrai, on va être moins compétents. Mais en même temps, j'invite les policiers à réfléchir au bien commun en général.
oui, on pourchassera moins les grands mafieux, mais en même temps, dans l'équilibre général, on craindra moins l'abus de pouvoir du policier. Parce que le policier, donc, qui est toujours policier toute sa vie, qui ne sort jamais de cet abus de policier dans lequel il est invulnérable, il devient un surhomme. Et ça, Robespierre vous en parle très bien quand il parle de l'uniforme. C'est très très important. Le discours sur la garde nationale, il est long, lisez-le en plusieurs fois si vous le trouvez trop long, mais c'est remarquable. Il dit, les gardes nationales, il ne faudra pas les laisser porter l'uniforme qui les glorifie, qui les transforme, qui les change. En eux, ils sont en train de se transformer, en dominants avec cet uniforme. Il ne faut pas les laisser porter l'uniforme en dehors de leur fonction. Il pensait à plein de détails comme ça. Et c'est un discours passionnant, le discours sur la garde nationale. Et nous aurions besoin, je pense, dans notre Constitution, de tirer au sort les policiers. C'est la dernière ligne du schéma, là. C'est même l'armée. Alors, peut-être qu'il y aurait une partie professionnelle et une partie tirée au sort, mais vous savez, la conscription. Moi, j'étais contre la conscription, mais j'étais un abruti, quoi. J'avais pas compris, mais j'avais pas réfléchi, j'étais pas politisé du tout. J'étais contre le service militaire, j'avais l'impression de perdre mon temps, j'étais antimilitariste. C'est idiot. Je veux dire, enfin, dans un monde où il reste des militaristes, c'est idiot d'être antimilitaristes. Enfin, je veux dire, il faut faire tous en même temps ou pas, quoi, hein, sinon on va se faire écrabouiller. Enfin, quand on vieillit, on s'en rend compte, quoi. Enfin, je crois, En tout cas, on peut décider de se revoir dans un moment. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à leur prouver, en fait, à nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire. Eux, ils disent qu'on n'est pas capable, qu'on est des gens foutres, des rigolos, qu'on est des rigolos, quoi. Hein. On se la pète, on n'est pas capable d'écrire une constitution. Peut-être qu'ils ont raison, hein. Est-ce qu'on ne peut pas faire un test? Voilà. On ne peut pas faire des tests de grandeur nature. Voilà. Vous parliez de représentativité de 1000 personnes. Bon, là, on est déjà une centaine. Est-ce qu'au niveau régional, social, peu importe, quelle que soit la grandeur de la structure, on ne peut pas le faire, et comment les défauts ça comporte, et puis de comparer ce que fait chaque groupe. Et il y a toutes les chances pour que ça ressemble. Et il n'y a rien qui nous interdit. Rien. Si, enfin. Non mais c'est pas grave ça, c'est pas grave parce qu'il ne s'agit pas d'écrire notre constitution, il s'agit de montrer que c'est possible. C'est pédagogique. Le plan C là que je fais, c'est pas du tout, j'écris pas une constitution, j'écris pas la constitution. J'écris un texte pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est nous qui l'écrivons. Quand c'est des gens qui veulent pas de pouvoir, ça a une autre tête, quoi. Mais je vais vous dire, ce qui nous l'interdit, c'est nous-mêmes. Non, c'est pas la peur, c'est la paresse. Non, c'est pas la peur, c'est comment on sait que ça. Comment on sait qu'on est. Notre problème, c'est que là, il faut qu'on prouve qu'on est capable de le faire dans une circonstance où on n'écrit pas la vraie constitution. On l'écrit pour rien. Enfin, pas pour rien, on l'écrit pour nous, mais c'est pas aussi motivant. Ah, c'est une étape, voilà. Mais vous voyez, moi je suis en train d'écrire un truc, là, je suis en train de produire un truc, j'y mets toute mon énergie, je sais bien que je ne vais rien changer, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. Pourtant je me donne du mal, mais il faudrait qu'on le fasse tous un peu. Vous devriez, au lieu de regarder la télé, je ne sais pas si vous regardez la télé, mais ça c'est vraiment du temps perdu complètement, hein, vous devriez vous mettre sur une feuille de papier et puis vous dire vous avez 5 minutes. Et puis, si vous n'avez pas assez de temps, vous en prenez un petit peu plus. Mais dites-vous d'abord 5 minutes, comme ça vous allez, ça vous met le feu aux fesses, et puis après, vous 5 minutes, au bout de 5 minutes, tu n'as plus le pouvoir. Pendant 5 minutes, tu as le pouvoir, dans 5 minutes, tu ne l'as plus. Donc, il faut être vif, là. Et quand on est vif, on trouve des bons trucs. Demandez-vous, comment vous formuleriez le premier article, l'article 1, le plus important, ou l'article qui vous semble... Et puis, si vous voulez, vous pouvez en écrire 2. Puis, vous allez voir, c'est agréable. Vous allez en écrire 2, 3, vous allez commencer à en écrire. C'est complètement à notre portée. Simplement, tant qu'on ne le fait pas, tant qu'on considère que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, c'est les élus qui vont le faire, c'est les professionnels de la politique. Et c'est ça, notre problème. On n'a pas de problème technique.
on a un problème politique, c'est qu'on n'arrive pas à s'emparer de la vraie source de notre impuissance politique. Donc ça suppose sortir de l'Europe. Oui, il faut sortir de ce piège à rats. Mais oui, évidemment, sortir de l'Europe, oui, bien sûr. Vous rejoignez apparemment M. Asselineau. Oui, tout à fait. Ah non, Asselineau, il est très très bien. C'est remarquable le travail d'Asselineau. Remarquable. On n'est pas d'accord du tout sur le tirage au sol, mais c'est pas grave. On va se faire virer. Bon, ben, merci de votre attention. J'espère que vous avez